Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Une semaine après la mobilisation ayant rassemblé entre 1 et 2 millions de Français contre la réforme des retraites et en l'absence de réaction de la part du gouvernement, hier le secteur énergétique français s'est mis en grève pour 2 jours en signe d'insistance, impactant la production des centrales électriques et interrompant les livraisons des raffineries de pétrole. Alors que le gouvernement n'a pas réagi de manière escomptée à la manifestation nationale de la semaine dernière contre la réforme des retraites, hier le secteur énergétique s'est mis en grève pour 48 heures. Le 19 janvier, on a été 2 millions dans la rue, le gouvernement n'entend pas, il fait l'unanimité contre lui dans l'opinion publique, dans des organisations syndicales. Pour autant, une simple mobilisation ne suffit pas, donc on va effectivement durcir le ton dans les jours qui viennent, donc avec en point de ligne le 31 janvier, une nouvelle journée nationale de mobilisation, mais aussi le développement de la grève partout dans les entreprises et grève reconductible, c'est ce qu'on souhaite. Selon les données d'EDF, l'approvisionnement du réacteur nucléaire Belleville 1 a été réduit de 1 gigawatt en raison de la grève. En comparaison, lors de la grève nationale du 19 janvier, la production avait diminué de quelques 6,6 gigawatts, soit environ 10% de la consommation du pays. Dans les raffineries, la participation à la grève a également diminué, bien que les livraisons aient été partiellement perturbées. Un représentant de la CGT de Total Energy a estimé qu'environ 60% des membres du syndicat étaient en grève jeudi sur tous les sites, contre au moins 70% la semaine dernière. Un sondage Elab pour BFM montre que 72% des Français sont contre la réforme des retraites. Dans un contexte de crise du coût de la vie, alimenté par l'inflation, une autre question est de savoir combien de temps et à quelle fréquence les travailleurs peuvent se permettre de faire grève. C'est bien les travailleurs eux-mêmes qui, en structurant la lutte par le bas, en recréant et en retissant des liens, arriveront à créer les conditions d'un blocus économique qui seul pourra peser et faire infléchir le gouvernement, qui aujourd'hui a une politique complètement irresponsable après les épisodes des Gilets jaunes qui traduisaient déjà un malaise social profond dans la société française. Jusqu'à présent, l'action syndicale n'a pas eu d'impact significatif sur les prix de gros des produits raffinés européens, le marché attendant de savoir si la production des raffineries sera réduite. Toute perturbation de la production de diesel en Europe ferait grimper les prix, en particulier avant l'interdiction par l'UE le 5 février des importations de produits pétroliers en provenance de Russie, l'un des principaux fournisseurs du continent. Hier, jeudi 26 janvier, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, est arrivée à Odessa, ville portuaire stratégique située sur la côte ukrainienne de la mer Noire. Ce déplacement a eu lieu dans le cadre d'efforts actuellement déployés par la France pour renforcer ses relations avec l'Ukraine et discuter des besoins de cette dernière dans les mois à venir. La ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna s'est rendue hier à Odessa, peu de temps après que des frappes de missiles ont touché des infrastructures électriques essentielles dans la région environnante, provoquant des coupures de courant dans la ville. Elle a déclaré sur TF1 : « Dans cette guerre qui a été décidée par la Russie, il faut qu'il soit clair qu'il y a un agresseur et un agressé. Et l'agresseur, c'est la Russie. C'est elle qui a choisi d'entrer en guerre et qui depuis bientôt 1 an mène cette guerre. Et la mène avec des exactions et des crimes. Ce que nous avons vu ce matin, c'est-à-dire des frappes sur les infrastructures ukrainiennes, ce n'est pas faire la guerre, c'est faire des crimes de guerre. » La visite de la première ministre à Odessa vise à envoyer un message à Moscou, à l'heure où les Occidentaux craignent que la Russie, près d'1 an après son invasion de l'Ukraine, ne lance une attaque sur la ville afin de priver l'Ukraine de son principal débouché maritime pour les produits céréaliers. L'UNESCO, l'Agence culturelle des Nations Unies, a désigné mercredi le centre historique de la ville d'Odessa comme patrimoine mondial en péril. L'idée étant de montrer qu'Odessa n'est pas uniquement une ville ukrainienne, mais une ville qui rayonne au niveau mondial. Dans le cadre de son voyage, Madame Colonna a rencontré son homologue ukrainien Dmytro Kuleba afin de discuter d'aide humanitaire et militaire. Suite à l'envoi de chars à l'Ukraine par les États-Unis et l'Allemagne, la France s'est ainsi ajoutée à la liste des alliés officiels en procurant à l'Ukraine des chars AMX-10. Et annoncé au tout début du mois de janvier que la France fournira des chars AMX-10. Et je crois pouvoir dire que cette décision a permis d'engager une dynamique positive qui a permis de mener à des décisions prises hier par nos partenaires, décisions que nous appuyons et que nous saluons. La France n'a toutefois pas pris l'engagement d'envoyer des chars Leclerc, faisant valoir que contrairement aux léopards allemands, qui sont omniprésents dans toute l'Europe, il n'existe qu'environ 200 Leclerc
et que ces types de chars ne sont en outre plus produits. Dmytro Kuleba, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, a affirmé que les discussions menées avec son homologue avaient sans surprise concerné de nouvelles sanctions à mener contre la Russie. Nous avons parlé de nouvelles fournitures d'armes, nous avons parlé de nouvelles sanctions contre la Russie, en particulier du 10e paquet de sanctions. Nous avons parlé de la mise en œuvre d'une formule de paix par le président Zelensky. Avec la France, nous allons dans tous ces domaines. Il y aura des décisions en faveur de l'Ukraine, de l'Europe et du monde. Laetitia Rodriguez, NTD Actualité. Et la plus haute cour des droits de l'homme de l'Union européenne a décidé d'entendre une affaire concernant le crash du vol MH17 en 2014. Les Pays-Bas poursuivent la Russie dans cette affaire. Le gouvernement néerlandais soutient que la Russie a joué un rôle clé dans le crash. En effet, elle contrôlait effectivement la zone de l'Ukraine, d'où le missile a été tiré. Il affirme également que le déni de la Russie quant à son implication a causé des souffrances supplémentaires aux proches des victimes. Le vol 17 de Malaysia Airlines survolait le territoire tenu par les rebelles pro-russes dans l'est de l'Ukraine en juillet 2014 lorsqu'un missile l'a abattu. Les 298 personnes à bord ont été tuées. Et la police espagnole a perquisitionné jeudi le domicile d'un homme soupçonné d'avoir commis des attaques à la machette dans 2 églises, tuant un prêtre et faisant plusieurs blessés. Le suspect est un Marocain de 25 ans, sans antécédents judiciaires. Il était en Espagne en situation irrégulière et était en passe d'être expulsé du pays. Un homme armé d'une machette a attaqué plusieurs personnes dans 2 églises du sud de l'Espagne mercredi. Au moins une personne a été tuée dans l'attaque qui a eu lieu dans la ville portuaire d'Algeciras. Des religieux de 2 églises différentes, situées à environ 300 mètres l'une de l'autre, ont été pris pour cible. La police a déclaré que le suspect est un Marocain de 25 ans qui devait être expulsé du pays. Il devrait être transféré à Madrid, la capitale espagnole, plus tard dans la journée de jeudi, afin de comparaître devant un juge de la Haute Cour pour des accusations de terrorisme. Le ministère de l'Intérieur a déclaré que le détenu n'avait pas de casier judiciaire. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a exprimé ses condoléances aux victimes, tandis que le secrétaire général de la conférence épiscopale espagnole, Francisco Garcia, a fait part de sa grande douleur en apprenant la nouvelle. Et le gouvernement écossais confirme qu'une personne condamnée pour 2 viols et qui s'identifie désormais comme une femme ne purgera pas sa peine dans une prison pour femmes. Adam Graham a entamé son identification en tant que femme alors qu'il attendait déjà son procès. La première ministre écossaise Nicola Sturgeon a déclaré qu'Isla Brazen, un violeur qui s'identifie désormais à une femme, ne purgera pas sa peine dans la seule prison entièrement féminine d'Écosse. Il ne serait pas approprié pour moi, en ce qui concerne un prisonnier, de donner des détails sur le lieu de son incarcération. Mais étant donné l'inquiétude compréhensible du public et du Parlement dans cette affaire, je peux confirmer au Parlement que cette prisonnière ne sera pas incarcérée à la prison pour femmes de Cortonwall. J'espère que cela rassure le public. Madame Sturgeon a déclaré que l'administration pénitentiaire écossaise procédait à une évaluation des risques. Le chef des conservateurs écossais Douglas Ross a soulevé l'affaire lors des questions des premiers ministres. Il a demandé pourquoi Brazen avait été placé dans la prison réservée aux femmes avant le prononcé de la sentence. Ce double violeur n'a décidé de changer de sexe qu'après avoir été inculpé par la police. Il a fallu le risque d'emprisonnement pour que ce criminel décide de changer de sexe. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une décision consciente. Maintenant, le Premier ministre se cache derrière le service pénitentiaire écossais, mais l'autre agence gouvernementale est responsable devant les ministres du Parti national écossais. Brazen, précédemment connu sous le nom d'Adam Graham, a été reconnu mardi coupable d'avoir violé 2 femmes en 2016 et 2019. L'épouse séparée de Brazen affirme que la décision de Brazen de changer de sexe est une imposture. Pendant ce temps, le gouvernement britannique a déclaré qu'il publierait des directives actualisées concernant l'affection des prisonniers transgenres. La nouvelle politique prévoit que les prisonniers masculins qui s'identifient comme des femmes et ont des organes génitaux masculins ou qui ont été condamnés pour des infractions sexuelles ne purgeront pas leur peine dans des prisons pour femmes, sauf circonstances exceptionnelles.
Un nouveau rapport envoyé au gouvernement britannique met en garde contre les modules de réseau intelligents fabriqués en Chine, car ils exposent les entreprises et les particuliers britanniques à l'espionnage et au vol de données. Ces appareils connectés à Internet, dans ce qu'on appelle l'Internet des objets, recueillent des données à partir d'appareils tels que les caméras de sécurité, les caméras de police et les montres intelligentes, puis les transmettent via le réseau 5G. L'auteur du rapport, l'ancien diplomate britannique Charles Parton, estime qu'il est temps de se réveiller et que les pays démocratiques et libres doivent bannir de leur chaîne d'approvisionnement les objets connectés fabriqués en Chine, et ce, dès que possible. Nous nous sommes entretenus avec lui. Bonjour Charlie, c'est un plaisir de vous parler. Quand les gens pensent à l'Internet des objets, ils pensent plutôt à des grippins ou au réfrigérateur intelligent Alexa d'Amazon. Mais comment ces objets peuvent-ils présenter un risque pour la sécurité ? La presse s'est surtout concentrée sur des objets que l'on trouve à la maison. Et bien sûr, pour la plupart des individus, ce n'est probablement pas un risque si la Chine possède une grande partie de leurs données, mais si vous travaillez dans une fonction gouvernementale sensible ou si vous êtes un Ouïghour, un Chinois exilé, un Tibétain ou autre, alors je pense que vous ne voudrez pas que la Chine ait accès à une grande partie de vos données. Mais la menace bien plus grande concerne nos processus industriels, le transport logistique, la défense, l'agriculture, où ces dispositifs sont utilisés de plus en plus fréquemment. Et il y a deux menaces principales. La première est que le Parti communiste chinois s'empare d'une quantité très considérable de données qui, bien sûr, en utilisant des outils d'apprentissage automatique et l'IA et la quantique à l'avenir, vous pouvez commencer à faire des outils de renseignement vraiment très importants, des outils de sécurité, etc. Et la seconde est la dépendance. Tout l'objectif de la Chine dans ce domaine comme dans d'autres est d'obtenir un monopole du marché pour en chasser les concurrents occidentaux, et donc cela signifie que nos sociétés sont très dépendantes d'eux pour ces produits. Et donc si vous commencez à faire des politiques qui sont contraires au Parti communiste chinois, ils ont un moyen de pression sur vous. Et nous l'avons vu lors du Covid, où la domination chinoise sur le marché des équipements de protection et autres médicaments a été utilisé contre certains pays qui leur déplaisaient. Mon argument est donc que nous ne devrions pas permettre ces dépendances, nous ne devrions pas faciliter le renvoi de grandes quantités de données vers la Chine qui pourraient ensuite être utilisées contre nous. Pouvez-vous m'en dire plus sur la menace que représente pour l'Occident le fait de dépendre de ces entreprises chinoises ? Je pense que cette menace est bien illustrée par tout le débat autour de Huawei et la 5G. Il y a deux menaces. La menace que les données remontent vers la Chine et les dépendances créées sont très dangereuses pour la prospérité et la sécurité à long terme. Ces menaces sont à prendre au sérieux. Bien sûr, la première question que les gens posent toujours est: pouvez-vous donner la preuve qu'ils volent ces données ? Et comme personne ne regarde vraiment ces appareils connectés, on dit « il y a très peu de preuves ». Mais mon argument est qu'un gouvernement responsable ne permettrait jamais à cette vulnérabilité de se produire. Car la Chine est une puissance hostile à l'Occident. Elle se voit dans une lutte à long terme avec le capitalisme occidental. Et donc je pense que si vous êtes un gouvernement responsable, vous ne permettez pas à vos défenses d'être complètement ouvertes, vous prenez des mesures pour l'arrêter. Selon vous, quelle est la probabilité que ces mesures soient appliquées par le gouvernement ? Je pense que nous n'en sommes qu'au début, car la plupart des gouvernements ne se sont pas vraiment préoccupés du problème. Lorsque je me déplace, que ce soit au Royaume-Uni, à Bruxelles ou à Washington, je parle de ce sujet et les gens me disent « mais qu'est-ce que c'est objet cellulaire ?» La première étape consiste donc à sensibiliser les gens à la menace et on espère qu'ensuite les gouvernements, et le gouvernement britannique semble l'être, pourraient bien, je l'espère, introduire des mesures dans le projet de loi sur les marchés publics par exemple. Mais il est clair que les États-Unis, en tant que leader du monde libre, soulèvent ce domaine, où l'on espère que les politiciens américains se réveilleront et prendront également des mesures, car cela constitue un exemple puissant pour le reste du monde libre.
Ok, eh bien Charles Parton, merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. Et une nouvelle vidéo publiée mercredi soir par Project Veritas révèle que Pfizer fait intentionnellement muter le virus Covid dans un laboratoire en utilisant des singes, et c'est ce qu'on appelle l'évolution dirigée. En 1 heure, la vidéo a été vue plus d'1 million de fois. Daniel Monaghan de NTD nous raconte cette histoire. Ne le dis à personne, promets que tu ne le diras à personne. Jordan Trishton Walker est apparemment directeur de la recherche et du développement chez Pfizer. Walker a discuté de la façon dont Pfizer fait face au fait que ses vaccins ne sont pas aussi puissants contre les variants émergents du Covid. Nous explorons la possibilité de faire muter le virus. Ce que nous explorons est pourquoi ne pas le faire muter nous-mêmes afin de pouvoir créer de manière préventive de nouveaux vaccins. Alors on doit le faire, mais si on le fait, il y a un risque, comme tu peux l'imaginer, que personne ne veuille qu'une entreprise pharmaceutique fasse muter ces putains de virus. Le cadre présumé de Pfizer affirme que l'entreprise ne partage pas ces informations avec le public et que celui-ci, je cite, n'aimerait pas ça. Il a ensuite détaillé comment Pfizer réaliserait ce genre d'expérience en utilisant d'abord des animaux. La façon dont l'expérience fonctionnerait est la suivante. Nous plaçons le virus dans des singes et nous faisons en sorte qu'ils s'infectent continuellement les uns les autres. Et nous collectons des échantillons en série à partir d'eux. Et ensuite, ceux qui sont plus infectieux, les virus, nous les plaçons dans un autre singe et nous le faisons constamment muter activement. Le cadre présumé de Pfizer décrit ensuite d'autres façons dont Pfizer fait muter le virus du Covid. Vous n'êtes pas censé faire de la recherche sur les gains de fonction avec des virus. En général, non, mais on peut faire ces mutations sélectives de structures pour les rendre plus puissants. Des recherches sont en cours sur ce sujet. Je ne sais pas comment cela va se dérouler. Il vaudrait mieux qu'il n'y ait plus d'épidémie parce que, bon Dieu... Walker a ensuite abordé la question de la réglementation de l'industrie pharmaceutique. Le journaliste de Veritas a demandé à Walker ce qu'il pensait de cette, je cite, porte tournante. Pour être honnête, c'est plutôt bon pour l'industrie, c'est mauvais pour tous les autres Américains. Pourquoi est-ce mauvais pour tout le monde? Parce que lorsque les organismes de réglementation savent qu'une fois qu'ils auront cessé de réglementer, ils travailleront pour la société, ils ne seront pas aussi durs envers la société qui leur donnera un emploi. Walker a ajouté que quoi qu'il arrive avec les nouveaux variants, le Covid serait une vache à lait pour Pfizer pendant un certain temps. Daniel Monaghan, NTD Actualité. Parlons maintenant de la crise de Covid qui sévit actuellement en Chine. Nous avons expliqué comment les données officielles chinoises sont apparemment en désaccord avec ce qui se passe réellement sur le terrain. La Maison-Blanche s'exprime désormais sur le manque de transparence de la Chine. Le Covid-19 a déjà ravagé une grande partie de la Chine. Mais quelle sera l'ampleur de la vague virale actuelle ? Mercredi, Pékin a déclaré que les infections avaient déjà atteint un pic et commençaient à diminuer. Le nombre de décès quotidiens a atteint un pic de plus de 4000 le 4 janvier. D'autre part, les spécialistes ont revu à la hausse leurs prévisions du nombre de cas et de décès liés à la vague de virus en Chine. L'entreprise britannique Airfinity, spécialisée dans les données sur la santé, a ajouté 11 000 décès par jour à ses estimations précédentes. Cela signifie que le nouveau pic de décès atteindra 36 000 jeudi. Airfinity a également modifié ses prévisions concernant l'ampleur de l'épidémie de Covid-19 en Chine. Elle prévoit désormais une vague plus importante et plus grave, alors qu'elle s'attendait auparavant à 2 vagues successives plus petites. Une vague plus importante mettra le système de santé chinois à rude épreuve, ce qui pourrait entraîner une augmentation du nombre de décès. Ce changement intervient alors que les Chinois voyagent pour célébrer le nouvel an lunaire, ce qui accélère la propagation du virus dans les vastes zones rurales du pays. Les autorités ont signalé une baisse de plus de 70% des décès dus au Covid-19, mais de nouvelles preuves suggèrent que les régions rurales de la Chine connaissent des taux de mortalité élevés. Selon un rapport de la BBC, les cercueils sont en rupture de stock dans la partie nord de la province chinoise de Shanxi. Les producteurs locaux disent qu'ils n'ont pas eu le temps d'arrêter la production depuis des mois. Certains agriculteurs qui achètent des cercueils ont signalé qu'ils sont parfois en rupture de stock, ajoutant que les personnes travaillant dans le secteur funéraire gagnaient une petite fortune. Dans un village, des photos ont montré des tombes fraîches le long des routes. Un fermier a déclaré que le Covid-19 tue les gens un par un, y compris 40 personnes décédées récemment. Il a ajouté, je cite, « Ça n'a pas cessé depuis un mois ». Pékin sous-estime-t-elle l'impact de l'épidémie de Covid-19 en Chine ? La Maison-Blanche s'est exprimée à ce sujet lors d'un briefing mercredi.
La Chine a déclaré qu'il y avait eu 70 000 décès dus au Covid en un peu plus d'un mois contre une douzaine seulement au début du mois. Les États-Unis croient-ils ce nouveau chiffre du gouvernement chinois, disant qu'il y a eu 70 000 ? Nous avons continué à encourager les Chinois à coopérer avec les revues et les études internationales sur le Covid. Et ils n'ont pas été totalement transparents. Et nous ne pouvons pas parler de la véracité de ces chiffres. Nous exhortons la Chine à être totalement transparente sur ce qui se passe. Et au Japon, il existe des distributeurs automatiques qui vendent toutes sortes d'aliments et de boissons. Aujourd'hui, il existe même des distributeurs automatiques qui vendent de la viande de baleine. Les producteurs tentent ainsi de relancer la consommation de viande de baleine qui a diminué de plus de moitié depuis les années 60. On regarde. La société baleinière japonaise Kyodo Senpaku a inauguré mardi à Yokohama un nouveau magasin de distributeurs automatiques. 2 autres magasins ont été ouverts à Tokyo au cours du mois dernier. L'entreprise espère vendre davantage de ses produits en essayant de relancer la demande pour cette tradition alimentaire en voie de disparition. Les grands supermarchés ne s'occupent pas de la baleine parce qu'ils sont harcelés par les groupes anti-chasse. Il y a beaucoup de grands supermarchés qui ont peur d'être harcelés par les groupes anti-chasse à la baleine et qui n'utilisent donc pas la baleine. Il y a donc beaucoup de gens qui veulent manger de la baleine mais qui ne le peuvent pas. C'est pourquoi nous ouvrons des magasins en pensant que nous pouvons fournir un endroit où ces personnes peuvent en manger. Les distributeurs automatiques vendent des produits à base de baleine, notamment du sashimi congelé, du steak et du lard, ainsi que des ragoûts en conserve. Ces produits utilisent principalement de la viande pêchée dans les eaux japonaises. Dans le passé, l'industrie japonaise de la chasse à la baleine était fortement subventionnée par le gouvernement, mais ces subventions étaient réduites de sorte que les entreprises intensifient leur promotion. C'est probablement ce qu'ils essaient de faire, rendre leurs projets plus populaires, sensibiliser les gens à ce sujet, dire aux gens que cela fait partie de notre identité nationale pour qu'ils augmentent leurs demandes, pour qu'ils puissent espérer vendre plus. C'est ce que nous pensons qu'il se passe en ce moment. La question est donc de savoir s'ils réussiront au bout du compte. Pour l'instant, il nous semble que les gens ne sont pas vraiment influencés. Le Japon soutient que la chasse à la baleine est un élément important de sa culture alimentaire. La viande de baleine a joué un rôle essentiel dans l'alimentation des ménages en période de pénurie alimentaire après la Seconde Guerre mondiale. De nombreux souvenirs d'enfance reviennent lorsque je mange de la baleine. À l'époque, les gens de l'étranger mangeaient du bœuf, mais beaucoup de Japonais ont grandi en mangeant de la viande de baleine. La consommation annuelle de viande de baleine au Japon n'a atteint que 110 tonnes au cours de l'année fiscale 2021. À son apogée, en 1962, la consommation annuelle de viande de baleine s'élevait à plus de 250 000 tonnes. Un véhicule qui erre seul dans la neige. Une équipe d'étudiants néerlandais fait des avancées pour la recherche scientifique en mettant au point un véhicule capable de recueillir de manière autonome des données climatiques dans les conditions extrêmes de l'Antarctique. Les étudiants d'une université néerlandaise ont présenté leur dernière conception, le Ice Cube. Notre véhicule, comme vous pouvez le voir, a une forme assez cubique. C'est un véhicule assez massif et nous en sommes conscients. Et bien sûr, Ice Cube est un très joli nom pour ce véhicule et nous plaisantons également sur le fait que ICE signifie Internal Combustion Engine, moteur à combustion interne, qui est exactement ce que nous cherchons à remplacer en Antarctique. Le véhicule sans équipage fonctionne à l'énergie solaire et vise à recueillir des données climatiques dans les conditions difficiles de l'Antarctique. Pour l'instant, le prototype est contrôlé à distance, mais à terme, il sera entièrement automatisé. Actuellement, aucun véhicule comparable existe en Antarctique. Il n'y a pas de véhicule électrique dans cet environnement. Ce qu'ils utilisent actuellement, ce sont ces très gros véhicules fonctionnant en combustible fossile dont nous voulons bien sûr assurer la transition vers un système de transport plus électrifié sur le continent. Il a fallu 2 ans pour construire le véhicule. Au début du projet, l'équipe Polar comptait 6 volontaires. Elle compte désormais 27 membres actifs. Je pensais que c'était tout à fait impossible de faire quelque chose. Je pensais même qu'il était beaucoup trop tôt pour moi pour construire un véhicule à partir de rien. Mais il est évident que j'ai eu tort à de nombreux égards. Et c'est ce qui a rendu tout ce processus très excitant. Selon l'équipe, il faudra encore quelques années avant que le véhicule soit prêt à être testé en Antarctique.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi à 20h pour une nouvelle édition. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end et une très bonne soirée sur NTD.